On termine par le Togo. Le Togo, je l'ai déjà dit, les efforts de M. Faure Gnassingbé pour se maquiller au vernis du panafricanisme sont difficiles, n'arrivent pas à masquer, n'arrivent pas à transformer son visage. C'est-à-dire, malgré tous les efforts qui sont faits pour le maquiller à la couleur panafricaniste, quelque chose transparaît toujours, mon cher Fabrice. Il est difficile qu'on observe une véritable mutation de ce régime dans le sens du panafricanisme. Je l'ai déjà dit, signer les accords avec la Russie, l'accord de défense militaire avec la Russie, ne suffit pas à faire de vous un panafricaniste. Dans la mesure où, pour le cas de M. Faure, du régime togolais, il est question de dire, ok, militairement, nous avons la protection des Russes sur le plan militaire, économiquement, nous restons avec la France et les Occidentaux. Culturellement, et sur le plan de la propagande, nous agitons le chiffon panafricaniste avec des discours sur la réparation, des trucs comme ça. Des discours sur la réparation, bref, déblayer des soi-disant chantiers panafricanistes qu'on aurait laissé en suspens, mon cher Fabrice. Le panafricanisme, et c'est en cela que tout ça est intéressant, quand vous dites à la croisée du chemin, non, on est dans une, j'avais dit cette année, en début d'année, j'ai dit que cette année va être l'année de l'accélération du panafricanisme. Je l'avais dit. Il n'y a pas accélération sans ce type de soubresaut, mon cher Fabrice. Il faut ce soubresaut pour qu'il y ait accélération. On va passer, Fabrice, à ce que j'appelle un panafricanisme de... Quel est le mot que je vais employer? Purement un peu tribunicien. Vous voyez? Un peu tribunicien. On va passer d'un panafricanisme de... Comment on dit ça? De dénonciation, un panafricanisme de témoignage, etc. Pour entrer dans un panafricanisme plus authentique. Ça veut dire quoi? On ne peut pas seulement rappeler ce qui s'est passé hier. On ne peut pas seulement rappeler qu'hier, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu l'action héroïque de nos prédécesseurs, Fabrice. Il y a toute la geste historique qui est l'élément constitutif du panafricanisme, n'est-ce pas? Il y a la geste de ce temps-ci, à savoir l'AES, tous les combats qui ont été menés ces dernières années. Mais il est temps de passer à autre chose. Ça dit quoi? Le panafricanisme qui produit, comment on dit ça? Qui produit un mode de gouvernement propre à lui. Le panafricanisme qui invente la manière de faire militaire, qui invente la façon de faire l'économie, de faire la politique, de faire la culture, de manière, Fabrice, à ne pas être des gens qui vont emprunter, des gens qui reprennent seulement à leur compte des choses qu'ils n'ont pas produit eux-mêmes et qui peuvent maquiller ça avec un vernis de souverainisme ou de panafricanisme. C'est là où on est en train d'entrer. C'est-à-dire que, est-ce que nous pouvons faire autant ou mieux que les Russes? Est-ce qu'on peut faire autant ou mieux que les Chinois? Est-ce qu'on peut faire mieux autant que d'autres peuples en matière de créativité sur la base de nos propres ressources intellectuelles, mentales, historiques, culturelles, spirituelles? Oui, tout ce que vous voulez. C'est là où on entre, Fabrice. Donc, c'est là où on est là maintenant. C'est là où on est en train de nous pousser. Rappelez-vous, il y a quelques années, lors du premier congrès du NMP, j'ai lancé sur la scène africaine le concept de panafricanisme de gouvernement. Oh, c'était trop avant-gardiste. Mais l'AES, c'est quoi? On y est. Première phase. Première phase. Donc, C'est pas que la phase achevée. non, pas du tout. C'est même une phase de transition. Le dit, ce n'est pas sous-estimer le rôle historique, avant-gardiste de l'AES. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est un fait. Il y a les défis que l'AES ne peut pas relever tout de suite. Ce n'est pas de la faute de l'AES. C'est des défis. Il y a des contraintes historiques qui s'imposent à l'AES. Vous savez que dans la science de l'histoire, mon cher Fabrice, on ne vient pas les étapes comme ça. Donc, l'AES va relever des défis
qui sont en train de relever, mais je parle du nouveau cycle qui va s'ouvrir. À partir du moment où vous voyez des gens venir faire ce qu'on est en train de faire au Togo et dire que c'est le panafricanisme, au lieu de s'attarder sur ça comme des enfants, il faut plutôt voir qu'est-ce qu'on veut contrecarrer. Qu'est-ce qu'on veut, quel est le signe véritable que ce qui se passe au Togo est en train de vouloir masquer. Le vrai signe, c'est que Fabrice, nous sommes entrés dans une phase, au regard de la configuration géopolitique qui est en train de s'opérer au niveau mondial, où le panafricanisme, je préfère appeler ça comme ça, celui du XXIe siècle, sera très exigeant. Ça veut dire que l'Africain doit créer par lui-même. Si hier, nous avons été le phare de la civilisation, À travers oui, si hier, égyptien. nous avons initié les pas de l'humanité dans tous les domaines de la vie, mais aujourd'hui, on doit faire plus, on peut faire mieux. C'est ça tout le sens du panafricanisme. C'est-à-dire, un vrai combat, une vraie démarche panafricaniste est celle-là. C'est celle qui dit que, à partir de nos propres efforts, là, maintenant, nous faisons autant, sinon mieux que les peuples, notre peuple. Du moins, si on est réaliste et pragmatique, il y a les alliances globales qui se font, c'est une bonne chose. Les partenariats stratégiques, c'est une bonne chose. Mais pendant qu'on les fait, il faut que sur le terrain, on voit comment nous innovons par nous-mêmes, en comptant sur le génie africain. Comment nous relevons les défis, en comptant sur le génie africain, dans tous les domaines, mon cher Fabrice. C'est par ça qu'on va montrer aux gens que nous aussi, on est les hommes, avec 2 pieds, 2 mains, avec une matière grise. une tête, avec une véritable matière grise comme les autres. Ça sera la manière de contrecarrer, de réduire en néant les racistes. Tous ces racistes qui nous regardent d'une certaine manière et qui doutent de notre humanité. Donc c'est ça l'enjeu. C'est de ça que je parle. Donc de ce point de vue, le Togo veut rattraper un combat qui a commencé avant lui. C'est bien. C'est bien. Mais quand vous voulez rattraper un combat qui a commencé sur votre regard et que vous n'avez pas suivi, il y a un minimum d'élégance qu'il y a à faire. Dimanche, j'ai énoncé ça ici. J'ai démontré comment c'est pas sérieux dans la démarche, sur la forme et dans le fond, c'est pas sérieux. Voilà pourquoi il y a toutes ces polémiques autour. Voilà pourquoi les Togolais ne s'y reconnaissent pas. Les Togolais. Oui. Non, afro-mondial. Bon, puisqu'on est en train de parler, les Togolais sont en première ligne. Donc, j'ai dit dimanche que il y a un acte qui a été posé, c'est indéniable, Fabrice. Il y a des accords de défense qui ont été signés avec la Russie. Ça, c'est un fait. C'est indéniable, c'est un fait. Il y a une volonté on le voit, de diversifier les partenariats. Mais que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, diversifier les partenariats, c'est un moyen. Ce qui est important, c'est que tu diversifies pourquoi? Pour aller où? C'est-à-dire, même si tu n'es pas encore arrivé à destination, tu commences un peu, on voit. C'est-à-dire que quand tu commences un peu, on voit. C'est pour aller où? Si on diversifie les partenariats pour reproduire le statu quo et faire croire que, Fabrice, le Togo n'a pas d'avenir en dehors de la présidence d'une famille. C'est-à-dire que la famille Eyadema est la seule famille qui peut diriger le Togo. En fait, c'est une destinée quasi dynastique. Si on fait ça, Fabrice, on se pose des questions. Si on est l'ami intime d'un journaliste que tout le monde connaît, agent de la France, qui ment aux Africains qu'il a démissionné, qu'il est en retraite, alors qu'il travaille encore dans les médias français. Alors je parle là, je donne son nom, je parle à Alain Foucault, je donne son nom. Il n'a jamais, je suis à mon vision, hein, il n'est pas en retraite, il est mage, il travaille, il fait partie du personnel de RFI, des médias français. C'est quel jeu ça? Bon, il est votre conseiller spécial, il est là. Et on vous le présente comme étant un panafricaniste. Il vient recycler son image, il dit qu'il est panafricaniste. Ça veut dire qu'on est en train de faire un coup contre le panafricanisme. C'est pas sérieux. C'est pas le seul cas. Bon, si on prend seulement l'élément là, mon cher, tu comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bon, c'est pas le seul élément. Donc, il y a une dynamique de diversification que le régime du Togo a amorcée
en signant un partenariat militaire avec la Russie. Mais je vous ai démontré dimanche ici que la France dit qu'elle va entrer dans les BRICS. La France le dit. Elle n'a pas renoncé. Rien ne démontre, mon cher Fabrice, à partir du moment où les gens estiment que okay, la défense avec les Russes nous protègent pour que bon, on peut parler fort à la bourgeoisie française. Mais, sur le plan économique, on ne bouge pas. On est avec les Occidentaux. Quand j'étais au Mali, j'ai vu les liens, les têtes de pont des hommes d'affaires qui servaient de têtes de pont entre certains ministres du Togo, du Mali et certains milieux d'affaires occidentaux qui sont des milieux d'affaires anti-panafricanistes par essence. J'ai dit certains ministres du Mali. Je parle français. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais au Mali, il y avait une bataille. Hein, il y a eu une bataille lors de nos réunions. Et il y a justement ces hommes d'affaires-là, cet homme d'affaires et toute sa bande. Et cet homme d'affaires-là, il avait Alain Foucault, tout leur réseau là. Tout leur réseau. Il voulait imposer que les Allemands passent du panafricanisme. Non, il faut laisser le panafricanisme de combat. Il faut le panafricanisme économique. C'est quoi, Bertrand, le panafricanisme économique? C'est le panafricanisme qui cherche les bonnes relations avec certains milieux financiers, qui par nature sont anti-panafricanistes par essence, de par même leur résistance. Ils ne peuvent pas être des panafricanistes. Donc il faut nouer les bonnes relations avec eux pour créer des boulevards d'investissement et entre guillemets de prospérité. J'ai vu ce lobby venir dans cette conférence et vouloir s'imposer. Et le général Assimi Goïta à l'époque a tranché. Je lui reconnais ça. Je suis un homme honnête. Il avait tranché, il a dit, il n'y a pas ça ici. Restez-moi, priorité à la sécurité. Priorité à la sécurité, à la souveraineté de notre pays. Il faut le dire. Je n'entre pas dans le fond parce que je respecte l'État malien. Je respecte, ce sont nos acquis. On n'a aucun intérêt à les bousiller. Mais ça vous fait comprendre que qui est le protecteur de ce lobby? C'est M. Faure Gnassingbé. Oui, c'est lui. C'est lui. Ce sont eux qui sont en train de s'agiter là-bas. Alors, ces gens m'ont fait une offre claire. Hein? Je l'ai décliné. Moi, je l'ai décliné. Donc, je sais de quoi je parle. C'est ça qui nous amène à dire que ce qui se passe au Togo, ce n'est pas le panafricanisme en tant que tel. Mais, Fabrice, c'est très bon. Vous savez pourquoi? Non. Quand M. Doumbouya, il venait de prendre le pouvoir pour devenir beau, pour se maquiller, être trop beau. Il a dit il est panafricaniste. Matin, me dit soir, ses ministres disaient panafricanisme. À l'époque, il a empêché, il a quand même aidé le Mali. Il a aidé le pays de l'AES qui sous sanction de la CEDEAO. Il a refusé de respecter les sanctions de la CEDEAO. C'était un acte panafricaniste. On a apprécié, non? Bien sûr. Mais à l'époque, on connaît qui est Doumbouya. On connaît, non? On sait que c'est un petit agent. Vous voyez un peu. Donc, comme quelqu'un disait, c'est ton ami l'apôtre Paul pour les chrétiens qui lisent la Bible. Il disait que bon, même si Satan annonce l'évangile, pourvu que l'évangile soit annoncé, hein, je fais, voilà, je paraphrase, hein, pourvu que ça soit annoncé. Donc, Doumbouya est venu, il a fait sa part en voulant étudier le panafricanisme, il a fait avancer malgré lui. Nous, on a accepté, on a dit que bon, on prend acte, sans protéger la révolution de l'AES qui était naissante et embryonnaire. Mon cher Fabrice, aujourd'hui, Doumbouya est là où il est, et nous sommes là où nous sommes, on avance. Donc, la dynamique que M. Faure est en train d'implémenter au Togo, pourvu que l'évangile soit annoncé, j'entends réparation et consort, c'est l'évangile, pourvu que ça soit annoncé. Donc, mais, le noyau dur, ceux qui ont vocation à s'assurer que le lit du fleuve puisse contenir le fleuve. On se comprend, c'est-à-dire le lit du fleuve puisse contenir le fleuve. Parce que quand le fleuve déborde de son lit, c'est tsunami, avec les dégâts. Donc ceux qui doivent s'assurer que le lit du fleuve contient le fleuve, tant qu'ils sont
vigilants, tant qu'ils ont la conscience des dynamiques, tant qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, il n'y a pas à avoir peur de tout ce qu'on est en train de voir là. Il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, c'est une bonne chose. Pas mauvais tout ça. Donc, on n'est pas... nous ne sommes pas à la croisée de chemin. Il y a de la puissance, il y a de l'attractivité, il y a du dynamisme. Voilà pourquoi les gens veulent être panafricanistes sans l'être réellement. Pourquoi les gens veulent s'habiller de cet habit-là? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils savent que le chemin là, il est le seul chemin qui peut conduire à de vraies choses et à de bonnes choses. Notre rôle, c'est à chaque fois de s'assurer que quand quelqu'un est un faussaire et qu'il a pris le masque pour opérer, on le démasque et les gens voient sa laideur. C'est ça notre rôle. Donc de ce point de vue, moi je suis très serein, très serein par rapport à la situation actuelle, très serein par rapport à ce qui se passe avec ne chute pas là, je t'en prie. Bertrand, il prend le nôtre, c'est intéressant. Pendant qu'il n'est pas, je l'inscris même, c'est bon. Je l'inscris, c'est bon. Donc, pendant que pour finir sur le Bénin, que la France arrête de vouloir intimider les gens. La France ne peut pas intimider. C'est-à-dire que l'État français, dirigé par ce petit garçon, ne peut pas intimider les Africains. Quai d'Orsay a dit qu'il en rien véritablement concerné, en tout cas par les événements qui ont eu lieu du côté du Bénin, et qu'il s'offusquait véritablement qu'une certaine opinion panafricaniste semblait lui faire porter au chapeau de sa responsabilité dans l'échec de ce coup d'État. On ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Mais c'est la malédiction. C'est une malédiction. C'est-à-dire que la France ne peut pas faire 2 jours sans l'Afrique. Elle ne peut pas faire 2 jours sans se mêler dans les affaires. La France ne peut pas, Fabrice. C'est-à-dire que c'est impossible. Elle n'est rien sans l'Afrique. Elle n'est rien. C'est ça le débat. On se vante 6e puissance mondiale, on est un grand pays, notre voix compte. C'est-à-dire tout le bruit que font les dirigeants français se vantent. Mais on voit, elle ne vaut rien. Les Russes l'ont dit, Poutine l'a dit. La France ne vaut rien sans l'Afrique. Il ne faut pas nier. Le malheur, ça a été que depuis plus de 300 ans que la France s'est installée en Afrique, qu'est-ce qui l'a empêché de se donner les moyens d'être chez elle, avec des performances à tout point de vue, pour que les Africains aiment la France, pour que les Africains deviennent même des Français, pour toujours. Depuis plus de 3 siècles, elle n'a pas été capable, parce que c'est un État méchant. L'État français est un État raciste, nazi, qui, c'est-à-dire pour elle, c'est de vider les Africains, et à la limite même nous remplacer chez nous. Donc, c'est une malédiction. Les dirigeants français sont incapables de la moindre mutation mentale et intellectuelle pour s'arriver à la nouvelle donne. Regardez celui qui va être président là. Ça s'appelle qui? Édouard Philippe. Vous l'avez entendu ces jours-ci? Il dit que la colonisation, ce n'est pas un crime. On l'a coincé, ses yeux se sont ouverts, sa tête est encore même plus que blanchie, etc. Il dit qu'il souffre de l'indigo. Ça dit que ça a encore augmenté. Parce que le gars a sorti sa vraie nature. Il masque ça derrière les faux airs des civilisés, mais sa vraie nature est sortie. Il dit non, ce n'est pas un crime. Vous-même tirez les conséquences. Tous les dirigeants français pensent comme ça. Même Mélenchon qui fait le théâtre là, il pense comme ça. Pour la simple raison que c'est la tradition d'une vérité. Il n'y a pas de France en dehors de l'Afrique. Si la France ne pille pas l'Afrique, elle n'est pas la France. Malheureusement, Fabrice, le panafricanisme dit ceci. Il ne le dit pas. Il est le signe de ce que l'époque là est terminée. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est comme ça que les nations ont disparu dans l'histoire. C'est comme ça que les empires tombent. Voilà pourquoi j'ai décidé depuis les années que il n'y a pas de dialogue possible avec la France. Je l'ai dit. On a dit, oh, c'est un extrémiste, je m'en fous. Mais les faits sont là. J'ai dit, il n'est pas possible qu'il y ait un dialogue entre l'Afrique et la France. Mais regardez, pourquoi la France est avec un dirigeant? Soit tu dois enlever tout ton pantalon, tu dois être nu, et ils sont derrière toi. C'est-à-dire, ils doivent t'écraser. Pour que la France s'entende avec un dirigeant africain, il faut que le dirigeant africain vende son pays. Donc, Fabrice, il n'est pas non possible qu'il y ait un dialogue entre un tel pays et tout Africain digne de son nom, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, le bavardage du Quai d'Orsay, c'est de
C'est-à-dire, c'est un discours qui n'intéresse personne. Parce qu'ils sont pris en flagrant délit. C'est le flagrant délit. On les a pris, main dans le sac. Et comme d'habitude, je l'avais dit dimanche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut intimider les Africains en lançant les négrons des services qu'elle a achetés sur Internet, qui menacent les gens, qui insultent les panafricanistes, Russie-panafricain, russo-panafricain, c'est le nouveau mot. Je ne sais pas si tu as vu, russo-panafricain. Il y en a même qui inventent les nouveaux titres de panafricanisme. L'Université populaire dit que le panafricanisme, ce n'est pas la lutte contre l'impérialisme, c'est la lutte pour l'unité. Et qui dit que le panafricanisme, ce n'est pas la lutte contre l'impérialisme, c'est la lutte pour l'unité. Et moi, j'ai ajouté le monsieur de l'Université populaire, cet idiot-ci, ce troubadour, il dit que bon, l'unité donc avec la France. C'est l'unité avec la France. Il faut écrire ça. Pourquoi tu as peur? Écris. Franchement, le Rubicon, c'est l'unité avec la France. Donc, on est dans ce genre de bêtises. La France ne doit intimider aucun Africain. Les Africains ont le droit de se mêler des affaires du Bénin. Sinon, que fait la France au Bénin? Que les Béninois pro-français ne pensent même pas qu'ils peuvent nous intimider, que occupez-vous de vos affaires. Le Bénin, c'est nos affaires. Comme les affaires du Cameroun sont les affaires des Béninois aussi. Donc, on veut nous inventer une affaire, donc on commence à faire le bruit là. Hein? Pourquoi vous mêlez les affaires du Bénin? Ce sont nos affaires. Tant que la France s'ingère, est toujours en train de vouloir coloniser les pays africains, quand elle colonise un pays, elle a colonisé toute l'Afrique. Donc, c'est le problème de tout Africain. Deuxièmement, il faut aller chercher les boucs émissaires. Laissez Kémy se battre tranquille. L'homme qui est... Le problème, c'est Talon, qui a vendu son pays, ennemi du continent africain, qui, pour ses affaires personnelles, s'est mis à dos tout un pays en confondant sa personne au pays. C'est ça le coup d'État. Donc, pas de diversion à faire. Voilà. Merci. Rapidement, vous, Bertrand, je vous retrouve. Et avec vous, je voudrais simplement convoquer la démarche de la CEDEAO par l'entremise, en tout cas, du président de la dite commission, son Excellence Omar Alieu Touré, qui a d'ailleurs décrété en milieu de semaine